Voilà. Hop, hop. Voilà. Alors, les formations kystiques du pancréas, c'est un problème qui n'était pas prégnant il y a 30 ans. On ne connaissait que les pseudokystes, globalement. Et d'ailleurs, dans toutes les grandes les séries, quand je vais voir des topos aux quatre coins du monde, ça commence toujours par les formations kystiques du pancréas, ce sont les pseudokystes. Vous entendez ça partout, 90%, c'est le chiffre qui est donné, des formations kystiques, c'est des pseudokystes. En fait, c'est totalement bidon. 90% des formations kystiques, maintenant, vous le savez à l'occasion des examens d'imagerie, ce sont les TIMP. Voilà. Maintenant, vous avez des TIMP partout, et chaque fois que vous avez un patient en consultation qu'on vous adresse parce qu'on a découvert fortuitement une formation kystique, il y a 9 chances sur 10 que ce soit une TIMP ou pas du tout un pseudokyste qui accompagne une pancréatite aiguë, bien sûr, ou une pancréatite chronique. Et on le sait maintenant, parce qu'il y a même des séries d'IRM abdominales faites pour n'importe quoi, et les gens, les radiologues ont publié des séries dans lesquelles ils ont regardé systématiquement le pancréas dans ces indications d'IRM abdominales, et ils retrouvent très exactement ce que les amis japonais ont trouvé en étudiant des autopsies de patients de plus de 80 ans, c'est-à-dire qu'après 80 ans, 15% de la population a de la TIMP. Voilà. Eh bien, en IRM, maintenant, après 70 ans, on a 7 à 8% de la population qui a des formations kystiques, et ce sont dans l'immense majorité des cas des TIMP, et donc voilà, le chiffre, c'est l'inverse. Le pseudokyste est quelque chose de tout à fait exceptionnel en termes de formation kystique en comparaison des TIMP. Vous avez ce papier que je vous invite à revoir, qui est merveilleusement fait, qui a été publié. Vous savez que tous les 10 ans, le New England fait une mise au point sur un sujet. Alors, la prochaine va arriver en 2014 sur les formations kystiques du pancréas. En 2004, c'était Bill Breguet qui l'avait faite, et il avait fait absolument toute la littérature. Et c'est simplement pour vous indiquer que dans les formations kystiques du pancréas, nous avons essentiellement les stadiums séreux. Les prévalences ne sont pas les bonnes, bien sûr, puisque maintenant la TIMP à l'époque était considérée comme seulement 20 à 30% des formations kystiques, mais c'était en 2004, et on n'avait absolument pas la notion de l'épidémie de cette maladie. Donc il y a les stadiums séreux, les mucineux, les TIMP, les tumeurs solides et pseudopapillaires, et les tumeurs neuroendocrines kystiques, et puis alors il y a tout un tas de raretés dont je ne vous parlerai pas. Le problème des formations kystiques, bien sûr, c'est que faut-il en faire ? On hésite entre deux attitudes, les s'en occuper, c'est-à-dire prévenir, traiter, empêcher les tumeurs malignes d'apparaître, traiter les symptômes lorsqu'il y a des symptômes, donc ça c'est être interventionnel, et puis on sait bien qu'en étant interventionnel, puisque le seul traitement c'est la chirurgie, eh bien on a un risque en chirurgie pancréatique, c'est quand même le seul organe qui a ce risque aussi important de morbidité, de mortalité. Et plus le pancréas est normal, plus la morbidité augmente et la mortalité aussi. Et dans ces formations kystiques, le pancréas est presque toujours normal. Et bien sûr, c'est le gros problème. Donc, on est tout le temps pris entre ces deux feux. Et connaître l'histoire naturelle de ces maladies nous aide à les prendre en charge. Le cystadénome séreux est une tumeur qui n'a pas de potentiel de dégénérescence, bien qu'il y a quelques cystadénocarcinomes séreux publiés, mais quand vous en voyez un, vous le publiez. Voilà. C'est-à-dire qu'on doit en être à 27 cas dans la littérature mondiale maintenant. Quand j'ai commencé à m'intéresser au stadium séreux à la fin des années 80, il y avait 7 cas. Donc vous voyez, 7 cas, 27 cas, il s'est passé quand même près de 20 ans. Donc c'est quand même rare. Moi, personnellement, je n'en ai jamais vu un dans ma carrière, et je dois voir à peu près 400 ou 500 tumeurs kystiques tous les ans. Donc vous voyez, c'est quand même rare. Le cystadénome mucineux est une tumeur dont on connaît le potentiel de dégénérescence, qui est probablement assez limité, mais il est bien sûr de bon ton de le retirer, surtout si ça touche des femmes essentiellement, c'est la queue du pancréas, elles ont entre 40 et 60 ans, et il est utile de les retirer, car l'histoire naturelle est maintenant bien connue. Quand vous laissez passer le temps, eh bien, ils dégénèrent après 10, 15, 20 ans, mais ils vont dégénérer un jour, tout dépend à l'âge à laquelle vous l'avez trouvé chez le patient. La tumeur pseudosolide et papillaire est une tumeur à malignité intermédiaire, et dont la seule chose qu'il faut se souvenir, c'est qu'il ne faut pas le prélever. Il ne faut pas la prélever. Le risque de cette tumeur, c'est quand on fait une effraction de la tumeur. Ça a été largement documenté, et donc quand vous suspectez cette tumeur, pour des raisons d'imagerie, et on peut y penser, eh bien il ne faut pas demander un prélèvement, il faut opérer le patient, et voilà, de toute façon c'est une tumeur dont on voit à l'évidence qu'elle doit être opérée, c'est pas une tumeur. Donc il faut l'opérer, il ne faut pas proposer un prélèvement. On en prélève de temps en temps, mais quand on n'a aucune idée de ce que c'est, et dans ce cas-là, ça ressemble à une tumeur endocrine en fait, et elles sont petites, et on les prélève pour savoir s'il faut opérer la tumeur endocrine. Et
question, et on a la surprise de découvrir que c'est une tumeur solide et papillaire. La TIMP des canaux secondaires est une tumeur fréquente, c'est celle-là dont on parlait quand je vous dis qu'elle représente 90% des tumeurs kystiques. C'est une TIMP des canaux secondaires et elle a un potentiel de dégénérescence certain, qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. C'est pas parce qu'on les a toutes opérées et que maintenant on les opère presque plus qu'il faut considérer que c'est bénin. Non, tout dépend à quel âge elle touche votre patient. Quand vous avez une femme de 40 ans qui a une TIMP d'un canal secondaire de 15 mm, ou même 10 dans son pancréas, il faut savoir que malheureusement cette dame, elle va avoir un cancer du pancréas à 75 ans. Et il va se passer 30, 35 ans. Et il va falloir bien sûr arriver à la convaincre de se faire surveiller indéfiniment. Car malheureusement, c'est pas du tout la même chose que d'avoir une TIMP à 75 ans. Effectivement, on a 10 ans à vivre et la probabilité que ça dégénère est faible. Donc je veux quand même attirer votre attention sur le fait que les canaux secondaires, c'est bénin, il ne faut pas leur sauter dessus, mais malheureusement, c'est pas bon. Quand vous avez 45 ans et une TIMP des canaux secondaires, c'est pas une bonne situation pour vous. Ça, il faut être clair. Et donc, la dégénérescence 15% à 5 ou 10 ans, elle est exagérée puisque c'était des séries chirurgicales, elle est probablement de 5%, mais avec le temps, elle augmente considérablement. Et enfin, la TIMP du canal principal, c'est une tumeur pré-néoplasique et il faut bien sûr les retirer. Alors, on a tout un tas d'éléments, il y a une littérature considérable sur les tumeurs kystiques, et on sait que l'âge, c'est ce que je viens de vous dire, est corrélé à la malignité. Plus les patients sont âgés, plus il y a de risque que la tumeur kystique soit maligne, et les symptômes sont corrélés à la malignité. Plus la tumeur kystique est symptomatique, et plus elle est maligne, et bien sûr, plus elle est asymptomatique, moins elle a de risque d'être maligne. Vous avez d'innombrables séries qui ont étudié les tumeurs incidentes, c'est-à-dire découvertes par hasard, et vous voyez que, par exemple, dans les tumeurs de moins de 2 cm, les kystes de moins de centimètres, eh bien, l'équipe de Boston, 3,5% de dysplasie de haut grade et très peu de cancer invasif. Spinelli nous explique que les tumeurs kystiques peuvent diminuer de taille, dans 22% des cas, augmenter dans 60% des cas, c'est bien sûr essentiellement les TIMP. Que lorsque ça fait moins de 2 cm avec un suivi de 10 ans, il n'y a jamais eu de malignité. Celle-ci nous dit que quand c'est moins de 3 cm, il y a rarement de cancer invasif. Et enfin, celle-ci nous dit que sur une surveillance de 4 ans, une des 90 patients surveillés a eu une dysplasie de haut grade. Alors, la TIMP a été étudiée plus particulièrement, puisque c'est la plus fréquente, et vous avez bien compris, bien sûr, que le risque de dégénérescence de la forme du canal principal est incomparablement plus élevé que celle du canal secondaire, avec 60% de dégénérescence à 50 dans une atteinte du canal principal, incluant 30% de cancer invasif, et dans ces séries chirurgicales, avant tout chirurgicales, bien sûr, donc elles sont un peu exagérées, mais maintenant on le sait, 20% de risque de dégénérescence à 5 ans pour un canal secondaire, incluant 14% de cancer invasif. Ça, c'est effectivement exagéré. On peut penser maintenant que c'est 7% de dégénérescence, dont 5% de cancer invasif à 5 ans. Alors, on a fait à Beaujon, et d'autres études ont été faites, une surveillance des patients ayant des canaux secondaires sans aucun critère évoquant une dégénérescence proche, et en les surveillant, on s'est aperçu qu'on en a opéré 10%. Et toutes les équipes opèrent 10% des malades qui ont une TIMP des canaux secondaires, qui n'a aucun critère prédictif au départ. C'est le chiffre qui est retrouvé. Et aucun cancer invasif n'est retrouvé chez ces 10% qui sont opérés. Ça montre bien qu'on peut les surveiller. Mais il faut les surveiller. Voilà. Voici l'exemple d'un patient qui est surveillé. Vous avez une kyste d'un canal secondaire. Et puis, un an après, il y a ça. Et le patient, à l'évidence, est en train de changer. La taille n'a pas bougé, mais la taille n'a pas bougé. Si vous faites une IRM, vous ne voyez pas ça, donc il faut quand même faire des échondoscopies. C'est bien de surveiller par IRM, il faut faire des échondoscopies aussi. Et vous avez une tumeur borderline sur la post-opératoire. Alors, qu'est-ce qui est à étudier en échondoscopie et qu'est-ce qui n'a pas besoin d'échondoscopie? Eh bien, l'imagerie conventionnelle en couple, le scanner et l'IRM, et l'échographie, bien sûr, pour les parties du pancréas analysables en échographie, sont extrêmement efficaces pour faire le diagnostic de pseudokystes, de cystadénome sérotypique, de cystadénome mucinotypique, de TIMP typique, de cystadénocarcinome typique ou de tumeurs cellules papillaires typiques. Il n'y a pas besoin d'échondoscopie et ces patients-là peuvent être managés au départ à visée diagnostique par l'imagerie en couple. En revanche, il est beaucoup plus difficile, de temps en temps, de faire le diagnostic différentiel entre un mucineux et un sérum macrokystique, ou un pseudokyste non typique, c'est-à-dire un patient qui n'a pas d'épisode de pancréatite
a une formation kystique, macrokystique, et de temps en temps, bien malgré tout, c'est un pseudokyste, et c'est pas un cystadénomucineux, parce que les gens ont eu mal 3 ans, 4 ans avant, et ils ont ce pseudokyste qui traîne depuis l'époque, et on le découvre incidemment. Un diagnostic différentiel très difficile est le séreux microkystique du crochet pancréatique, puisque ça ressemble, c'est la localisation de la TIMP, ça ressemble, et en pratique, on dit c'est un séreux, non, c'est une TIMP, et on le sait 10 ans après parce qu'un cancer apparaît, alors qu'on était persuadé qu'on surveillait un séreux de loin en loin, ou l'inversement, dire c'est une TIMP, on l'opère, et c'était un séreux du crochet pancréatique, donc cette localisation est très difficile, et l'imagerie en coupe est complètement, ne peut pas faire cette différence, car on ne voit pas les communications, tout se superpose, c'est très difficile. Et enfin, d'autres diagnostics plus difficiles, et notamment la tumeur neuroendocrine kystique, quand il y a un kyste et pas de tumeur neuroendocrine, et en réalité, c'est une tumeur neuroendocrine kystique, la paroi endocrine mesurant 1 mm et le kyste mesurant 2 cm, par exemple. Alors, l'échoendoscopie avec plus ou moins de prélèvements a été étudiée dans une très belle étude, toujours de l'équipe de Boston, dans Gastroentérologie en 2004, où ils se sont attachés aux tumeurs macrokystiques, puisque c'est elles qui posent problème, pour savoir si elles étaient mucineuses ou séreuses ou pseudokystiques ou ainsi de suite. Et vous voyez que l'image échoendoscopique n'était performante qu'une fois sur deux, et que quand on rajoutait la cytologie et la CE, eh bien, on était bien meilleur, avec, sur cette étude, la comparaison entre l'imagerie en coupe, l'échoendoscopie, la cytologie et le liquide, et quand on combinait l'échoendoscopie et le liquide, avec la CE, on arrivait à 90% de bonne précision sur une tumeur macrokystique. Tout ça pour vous dire que, également vous dire que la cytologie, elle doit être faite, mais la cytologie, il faut faire de la phase liquide. Si vous ne faites pas de phase liquide, vous n'avez aucune chance dans une tumeur macrokystique où il n'y a pas de nodule et vous aspirez du liquide fluide, vous n'avez aucune chance d'avoir la moindre cellule si vous ne faites pas de la phase liquide. Et donc tous les papiers, par exemple ici publiés, où il n'y avait pas de phase liquide, ils sont complètement nuls et non avenus. Et vous avez un très beau papier d'une étude hollandaise il y a 2 ans dans une grande revue qui disait que ça ne sert à rien de ponctionner les formations kystiques pancréatiques puisque ça ne donne rien. En réalité, ils ne faisaient pas de phase liquide, ils étalaient ça sur les lames, c'est n'importe quoi, donc ils avaient des mauvais résultats. Donc quand on fait du prélèvement à visée cytologique, il faut faire de la phase liquide, c'est démontré, on a publié ça il y a près de 10 ans dans une bonne revue, mais les gens ne lisent pas apparemment ce qui se fait. Les résultats du CA19-9 pour l'étude des tumeurs kystiques macrokystiques eh bien, sont relativement bons. Je vous conseille de prendre le seuil de l'hôpital Beaujon qui est de 50 000 unités, et vous voyez que la différence entre un séreux et une lésion mucineuse, qu'elle soit bénigne ou maligne, est une sensibilité de 72%, une spécificité de 84%, c'est mieux que rien. On se sert de temps en temps du CA19-9, beaucoup plus intéressant est l'ACE, pour différencier les tumeurs séreuses des tumeurs mucineuses. Là encore, je vous invite à prendre le seuil de l'hôpital Beaujon, avec, quand c'est moins de 5, une sensibilité de 90% pour le séreux, une spécificité de 87%, et quand c'est plus de 400, une sensibilité pour le mucineux qui n'est que de 57%, mais une spécificité majeure, et donc toute ACE à plus de 400, ça doit être considéré comme une tumeur mucineuse. La TIMP, ben voilà ce que Denis Sautreau fait quand il fait des catégories rétrogrades, pour vous dire que la papille, elle peut se fermer et s'ouvrir quelques secondes plus tard, parce qu'elle a un sphincter, on vient d'en parler. Pour vous dire que la ponction guidée, quand il n'y a pas de nodule, elle n'est pas très contributive. Bon, ça ramène du liquide. Quand vous faites de la phase liquide, vous avez des mucines et vous avez quelques cellules. En revanche, dès qu'il y a un nodule, eh bien, ça devient très 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 performant parce que ces tumeurs donnent beaucoup de matériel et on a une réelle histologie des nodules faits. Le liquide, pour ce qui est de l'ACE, est intéressant dans ces TIMP, comme l'étude de l'hôpital Beaujon l'a montré, avec... Quand l'ACE est inférieur à 200, une valeur prédictive négative pour la bénignité de 96%. Autrement dit, une tumeur kystique de 3 cm et un ACE bas, eh ben, on peut peut-être continuer à la surveiller, surtout s'il n'y a pas de cellules. On n'a pas besoin d'un échoendoscope pour faire le diagnostic de cystadénomucineux, dont vous voyez ici le nodule mural. Bon, il n'y a pas besoin de nous, ça doit être opéré. Bon, là, j'ai une belle image, je vous la montre, mais il n'y a vraiment pas besoin de nous, et encore moins, dans ce cas-là, de faire un prélèvement. En revanche, dans cette tumeur kystique, qui était un kyste qui ne mesurait que 6 mm, 7 mm en imagerie, et qui, voyez, en échoendoscopie, mesure 12 mm parce qu'il a une paroi que personne n'a vue. Personne n'a vu cette paroi, et il faut le prélever. Allez, vas-y.
Et quand il faut le prélever, il faut prélever la paroi. Le kyste n'a aucun intérêt, on n'aura même pas de liquide pour l'analyser, on aura une goutte. Et il faut le prélever parce que ça va vous donner la solution de cette tumeur. Donc, échoendoscopiquement, on se rend bien compte qu'elle n'est pas gentille comme ça. C'est pas normal d'avoir une paroi de 1,5 à 2 mm comme ça. Et effectivement, c'est une tumeur neuroendocrine kystique qui est petite. Et vous dites, ben, on va la laisser en place. Ben non, il ne faut pas la laisser en place parce que c'est un G2. Et que le KX67, c'est très bien corrélé en échoendoscopie avec l'agressivité. Et donc, cette patiente va bénéficier d'une résection alors qu'elle avait au départ un petit kyste de 7 mm du corps du pancréas. Alors l'algorithme de la prise en charge des lésions kystiques, il est là. Quelle que soit l'imagerie qui a permis de mettre en évidence la lésion kystique, on se pose une seule question, est-elle unique ou multiple? Quand elle est multiple, eh ben, habituellement, on va essayer de montrer que c'est des canaux dilatés et que ça communique. Si c'est oui, ça s'apporte le nom de tumeur intracrânienne papillaire mucineuse du pancréas. Si c'est non, le plus souvent, c'est une maladie polykystique, qui est une maladie rare, mais enfin qui existe. Les lésions uniques, on va compter le nombre de kystes qu'il y a dans la lésion unique. On part de lésions multiloculaires lorsqu'il y a plus de 6 kystes, et ce sont presque toujours des cystadénomes séreux. Et on part de lésions uniloculaires lorsqu'il y a moins de 6 kystes. Et à ce moment-là, on s'intéresse à la paroi. Et la paroi, elle est mauvaise, pas belle, et il faut opérer les patients. Où la paroi, elle est normale, elle est fine, et on peut se poser des questions. Et dans ces cas-là, on fait un prélèvement. La CE est élevée, il faut opérer le patient. La CE est bas, on peut les surveiller et continuer la surveillance. Voici par exemple 2 tumeurs kystiques macrokystiques. Une qui ont à peu près la même taille et qui, je dirais, celle-ci, avec un échoendoscope, on va dire que c'est un séreux, mais en fait, il n'y a que nous qui voyons ça, donc il va falloir le démontrer. Et là, par contre, avec un échoendoscope, on va dire que c'est un mucineux parce qu'il y a une paroi et un petit nodule. Et bon, mais on n'en est pas tout à fait sûr. Alors on le ponctionne. On les ponctionne et on voit que celle où il y avait les microkystes, il y a un ACE à 1,2, ACE à 19,9 bas, pas de cellules, c'est un séreux. Et l'autre, eh bien, un ACE aussi bas, un CA19 aussi bas, mais comme on a prélevé le petit nodule, on a même des cellules séreuses, les deux étaient un cystadénome séromacrokystique, les deux siégeaient au niveau de la queue du pancréas, et les deux, théoriquement, auraient fait l'objet d'une exérèse si on s'était arrêté à l'image d'IRM ou de scanner, car c'était des femmes de 50 ans et qui avaient donc le droit d'avoir un cystadénome mucineux de la queue. Et dans les deux cas, c'était des séreux, et bien sûr, il ne fallait pas les opérer. Alors, effectivement, avec un échoendoscope, on voit. Il faut quand même vous en souvenir, la résolution spatiale d'un échoendoscope, c'est 10 fois celle d'une IRM. 10 fois. Voilà. Donc on voit des détails qu'on ne verra jamais avec une IRM. Et il faut que vous en soyez persuadés. La paroi du kyste, vous ne le verrez que tardivement avec une IRM. Tardivement. Et donc, nous, le but dans ces types des canaux secondaires, c'est quand même de les opérer quand elles ont besoin d'être opérées. C'est pas de les retirer définitivement au chirurgien. Donc il faut utiliser les moyens d'étudier la paroi, car c'est la paroi qui est prédictive de la dégénérescence. Voilà. Donc il faut regarder la paroi. Voilà. Et par exemple, ça, eh bien, ça vous ne le verrez jamais sur une IRM. Vous allez quand vous aurez un cancer invasif, vous allez le voir. Mais là, d'emblée, vous savez que cette type doit être opérée. Bien sûr, c'est évident, il n'y a pas besoin d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Elle a un épaississement de paroi polypoïde, c'est un futur cancer. Même si le patient est totalement asymptomatique. Alors bien sûr, vous allez voir ça avec une IRM, ça vous allez voir ce nodule, vous allez le voir. Okay. Et ça, vous ne l'allez absolument jamais le voir, et ça encore moins. Alors l'algorithme, il est là. Quand c'est un canal principal, on opère. Quand ce sont des canaux secondaires, qu'il y a des nodules muraux, une masse ou des symptômes sévères, on les opère. Quand il y a une paroi fine, on s'intéresse à la taille. Le critère de taille n'est pas bon. C'est pas parce qu'il n'est pas bon, il n'est pas aussi bon qu'on l'a pensé il y a quelques années qu'il est mauvais. Et d'ailleurs, dans le dernier consensus, on n'a pas retiré le critère de taille. Et il est clair que les grosses types, eh ben, elles ont plus de potentiel de dégénérescence que les petites. Donc il faut quand même s'attacher à ce critère de taille, mais ne pas plonger en disant c'est plus de 3 cm on opère, c'est moins de 3 cm on regarde. Non, simplement il faut s'y intéresser. L'ACE est très 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 intéressant dans ce cas-là. Un ACE bas, une paroi très fine, une localisation mal foutue dans laquelle ça obligerait une pancréatectomie importante, eh ben, il faut peut-être mieux les surveiller. En revanche, quelque chose qui est facile à énucléer, plus de 3 cm, une femme jeune ou un homme jeune, pourquoi attendre indéfiniment lui faire des images? Une énucléation, c'est pas du tout à écarter et ça doit être proposé. Tout ça, c'est de la concertation multidisciplinaire, c'est des discussions et donc plus on en sait sur la lésion, mieux on discute et mieux on fait les choix. Et chaque patient est différent et il faut savoir s'adapter
dans l'idée que ce sont quand même des lésions très néoplasiques et que tout dépend de l'âge et des facteurs de risque associés. Et c'est pour ça qu'on a changé l'algorithme de l'hôpital Beaujon qui avait dérivé vers l'imagerie en coupe unique et on l'a réintroduit de l'écho-endoscopie l'année dernière parce qu'on s'est aperçu que l'imagerie en coupe seule laissait passer des cancers d'intervalle, ce qui est inimaginable puisqu'on prend quelqu'un, on le surveille, on lui dit voilà, on va vous surveiller. Et puis, dans l'intervalle de surveillance, il y a un cancer invasif T3N+. C'est-à-dire l'échec complet de cette stratégie, qui est totalement inacceptable. On a menti au patient. En fin de compte, on lui a vendu un protocole de surveillance qui était totalement avec des trous énormes. Donc ça, il ne faut pas. Alors maintenant, on a resserré les choses, et vous voyez qu'on a introduit la notion de facteur de risque qui sort de la littérature. Dès que quelqu'un a un cancer du pancréas dans sa famille et une TIMP, c'est beaucoup plus dangereux que s'il n'a pas de cancer du pancréas dans sa famille. C'est pas la même chose. S'il est âgé, mais oui, l'âge, puisque les cancers, ils viennent avec l'âge sur les TIMP. Donc c'est vrai que quand vous avez plus de 65 ans, ça commence à devenir plus dangereux pour vous. Quand vous avez 45 ans, c'est pas très dangereux. Quand il y a un nodule mural, il faut les opérer, et ceux que vous surveillez, c'est parce que le chirurgien a dit qu'il, pour une raison ou pour une autre, on n'allait pas l'opérer. Quand il y a un canal principal dilaté, il faut les surveiller beaucoup. Théoriquement, il faut les opérer. Mais c'est donc qu'on a fait la discussion, on ne les opère pas, mais on les surveille. Si bien sûr quelqu'un a été opéré, qui avait une dysplasie de haut grade, à l'endroit où on l'a opéré, il faut le surveiller encore plus par la suite, parce que, et le regarder tous les ans, il faut le regarder parce que le risque qu'il a un deuxième cancer est important. Et enfin, les grosses TIPMP doivent être surveillées de près. Et moi, personnellement, je n'adhère pas tout à fait à ce protocole, en ce sens que je me méfie encore plus. C'est-à-dire que moi, personnellement, je ne fais pas de scanner. On a laissé le scanner parce qu'on nous a expliqué qu'il y a un certain nombre de centres dans lesquels l'IRM n'est pas performant. Bon, alors on a laissé le scanner. Mais en réalité, l'IRM et les colonoscopies suffisent largement, il n'y a pas besoin de scanner. Mais moi, je fais tous les 6 mois un examen. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la même année l'escondoscopie et l'IRM, moi, je fais l'IRM, et puis 1 an après l'IRM, et bien 6 mois après l'échondoscopie, et 1 an après l'échondoscopie, et donc tous les 6 mois, les malades ont une image non irradiante. Et là, on n'a pas de trou de surveillance. Je vous remercie.